Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Écho des partis politiques et associations. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous avons sur ce plateau M. Albert Moleka, à qui on va parler de son parcours et puis de l'UDPS, parce qu'il était le directeur des cabinets de Sphinx Délimité, et aujourd'hui, par rapport à la gestion du pays, il va nous expliquer un peu ses analyses. À qui j'ai dit bonjour. Bonjour, maman Jocelyne. Comment vous allez, président? Ça va bien, par la grâce de Dieu, et vous aussi? Oui, Dieu fait grâce. Merci. Ok, nous sommes ravis de vous avoir sur notre plateau. Quel est votre parcours politique? Explique-nous. Oh, mon parcours politique, si je peux essayer de l'expliquer le plus brièvement possible, c'est que bon, disons, dès mon jeune âge, j'ai été, disons, politiquement conscient, puisque je fais quand même partie de cette génération qui a vécu l'indépendance, bien qu'on était des petits-enfants, qui a vécu l'indépendance, et j'ai eu la chance, à travers tous ces événements, de rencontrer les personnes qui ont fait l'histoire de ce pays. Donc on a été séparés, puis je suis parti moi-même en exil en 2000 pour 4 ans. Lorsque je suis rentré en 2004, j'ai repris contact avec lui à travers le secrétaire général de l'UDPS Tshisekedi à l'époque, mon frère l'honorable Rémi Massamba. Qui m'a amené auprès de lui, donc on a reconnecté, et en décembre 2004, j'ai vu mon nom repris dans la liste publiée des membres du comité national de l'UDPS Tshisekedi. Bon. Au début, j'ai pensé que c'était l'œuvre de mon ami et frère Rémi, mais lui-même m'a expliqué non, c'est le vieux c'est le vieux qui l'avait demandé. Donc nous continuons nos rencontres dans cette période qui était déjà une période particulière, puisque nous sommes dans la période post-accord de Sun City, décrétant une transition de 2 ans, de 3 ans, qui arrivait à échéance le 30 juin 2005. En avril 2005, nous avons eu l'installation du comité national de l'UDPS, et en juin, tout le monde s'attendait à la fin de la transition. Or, le régime en place n'était pas prêt pour la fin de la transition, et vous vous souviendrez, le discours que l'UDPS avait eu, le 30 juin, tout s'arrête. Effectivement, le 30 juin, l'UDPS a appelé toute la population à manifester son mécontentement et sa décision de voir cette transition s'arrêter. Le régime a réprimé ces manifestations avec l'aide de troupes étrangères, en l'occurrence l'Angola. Ce fut une répression très dure, très meurtrière, qui a fait en sorte que l'UDPS Tshisekedi s'est aussi radicalisé par rapport au régime, et le résultat a été le boycott des élections de 2006. Après ces élections, l'objectif majeur du parti était de tenir son premier congrès, puisque depuis les origines et la création de l'UDPS historique, et depuis la naissance de l'UDPS Tshisekedi, parce que l'UDPS Tshisekedi a pris naissance après les accords de Sun City, l'UDPS Tshisekedi est le parti d'Étienne Tshisekedi. Donc la problématique se posait de pouvoir organiser ce premier congrès, d'où la mise en place d'un comité d'organisation du congrès, le COC, le COC,
En 2007, il y a eu des travaux, tout un séminaire, des différentes structures de l'IDPS au centre Béthanie pour préparer donc la tenue de ce congrès. Malheureusement, le président Etienne Tshisekedi est tombé malade. Il était en Afrique du Sud, et l'Afrique du Sud en Belgique, et cet état de santé l'a dérangé jusqu'à son retour en 2010. Mais entre-temps, en 2008, au mois d'août, si mes souvenirs sont bons, les dirigeants du comité d'organisation du congrès avaient trouvé le moyen de faire signer à Etienne Tshisekedi une décision conférant à ce comité d'organisation du congrès la responsabilité exécutive dans le parti, donc en lui donnant les prérogatives dévolues au secrétaire général. De là, les choses ont pris une autre allure. Il y avait les défenseurs de la ligne statutaire, en l'occurrence les membres et le bureau du comité national, qui était dirigé à l'époque par Valentin Moubaké, ont commencé le combat contre contre le COC, le comité d'organisation du congrès, qui en fait avait d'autres aspirations. En fait, on assistait à une tentative de prise en main du parti par une structure, une simple structure d'organisation du congrès. Donc c'était un coup d'État statutaire qui se mettait en place. Et c'est ainsi que en mi-octobre 2008, Etienne Tshisekedi, le président, m'a envoyé son fils, Félix Tshisekedi, avec le message suivant, qu'il me donne son numéro à Bruxelles et que je l'appelle. J'ai demandé à Félix de quoi s'agit-il, est-ce qu'il y a un problème. Il dit non, il m'a simplement dit de te remettre son numéro et que tu l'appelles. C'était un vendredi, je pense, et que je l'appelle le lundi. Non, j'étais membre du comité national, simple membre du comité national. Et lorsque je l'ai appelé le lundi, c'est là qu'il m'a demandé, à la pasteur, puisque jusque-là, lui et maman m'appelaient pasteur, pouvez-vous m'aider et devenir mon assistant et porte-parole. Ma première réponse a été négative, en lui expliquant que j'étais très occupé par les affaires familiales et compte tenu l'état du parti et les choses se passaient dans le parti, je voyais très bien que c'était des fonctions bien sûr importantes, mais importantes dans ce que vous alliez représenter. Etienne Tshisekedi étant absent, en fait, vous devenez comme son représentant, alors qu'il y a déjà des conflits profonds au sein du parti et que c'était une fonction 24 heures sur 24. C'est une fonction exigeante et en plus, vous savez, à l'UDPS, à l'époque d'Etienne Tshisekedi, c'était le bénévolat. C'était le bénévolat. Hein. Et donc ma réponse avait été négative. Comme il insistait, par politesse, j'ai demandé 24 heures de réflexion. Quand je l'ai appelé, je lui ai dit, Monsieur le Président, Dieu me dit que c'est lui qui m'envoie pour vous aider dans le plan qu'il a pour vous. Donc à vous en tant qu'homme, je peux refuser, mais je ne peux pas refuser à Dieu. C'était en 2008. Non, oui, en 2008, octobre 2008. Je me souviens. Là, c'était en 2008. Le mardi. Et lorsque je lui ai dit ça, elle a dit, écoutez, je le savais déjà, j'avais déjà signé la décision. Vous allez la recevoir tout à l'heure dans vos histoires d'internet. Mon neveu Bonin Kalonga va vous envoyer cela. Et la remise reprise s'est faite le samedi, je crois que c'était le samedi 13 octobre 2008, avec Alex Moutanda comme témoin. Et c'est ainsi que nous avons commencé à
travailler officiellement auprès d'Etienne Tshisekedi. Ok, long parcours par rapport à ces combats et le combat de l'UDPS aujourd'hui, avant d'arriver à la gestion du pays. Vous pouvez faire une comparaison? Une comparaison avec l'UDPS d'aujourd'hui. Quel est le combat de l'UDPS d'aujourd'hui? Je pense normalement l'UDPS Tshisekedi actuel étant membre d'une majorité parlementaire, une majorité institutionnelle et membre du gouvernement découlant de cette majorité parlementaire, l'UDPS aujourd'hui devrait imprimer, si je peux dire, le projet politique, le projet de société de l'UDPS Tshisekedi, l'Union pour la démocratie et le progrès social, ça dit tout. Votre objectif de gouvernement doit être d'abord affermir une véritable démocratie, d'où le discours sur l'état de droit, et le progrès social, donc une amélioration des conditions de vie, une amélioration des infrastructures, une amélioration du climat d'affaires et encore une fois, la démocratie, donc l'état de droit. Vous savez, souvent on a l'impression que cet état de droit se réduit simplement à sa portion judiciaire. Les gens utilisent simplement certaines arrestations pour dire voilà, vous voyez, c'est l'état de droit. Bon. Et très souvent, ces arrestations portent sur les adversaires, concernent les adversaires politiques ou concernent des partenaires politiques dont on voudrait se débarrasser. Mais non, l'état de droit ne concerne pas seulement une portion judiciaire. Il y a aussi les aspects sociaux, les aspects humains. L'état de droit, c'est que le droit humain soit respecté et soit affermi. C'est le droit de la personne à l'emploi, le droit du Congolais à l'enseignement. Tout ça, c'est ça qui forme l'état de droit, qui requiert évidemment d'abord l'existence d'un État fonctionnant, d'un État exerçant son autorité sur tout le territoire pour y assurer la paix, la sécurité des biens et des personnes et faire respecter les lois. D'abord les faire respecter par ses propres dirigeants. Or, ce que nous voyons, c'est que la gouvernance actuelle ressemble beaucoup trop à la gouvernance que nous avons combattue, qui était la gouvernance de Joseph Kabila, avec en plus les scandales à répétition, les détournements à répétition, et l'enrichissement illicite et supersonique des dirigeants. Et tout cela ne reflète pas les valeurs que défendaient les pères fondateurs, ne reflète pas les valeurs que défendait Etienne Tshisekedi. Et l'image que l'UDPS Tshisekedi projette, c'est en fait l'image d'un parti qui était, oui, un parti d'opposition, qui était, oui, un parti de revendication, mais qui était aussi un parti qui ne se préparait pas à gérer la chose publique. D'où l'impression un peu d'incompétence et de toujours se trouver dans une position où on a l'impression de gérer sans planification, sans vision et plutôt d'improviser. Okay. Mais maintenant, c'est Félix Tshisekedi à la tête du pays, le fils biologique de Etienne Tshisekedi. Vous venez de faire la comparaison, il n'y a pas photo si on peut le dire comme on dit souvent. Qu'est-ce qui peut être à la base de tout ça? C'est l'impréparation de Félix Tshisekedi ou bien l'impréparation du parti, ou comme c'est appelé à ne pas gérer? L'impréparation du parti à gérer les affaires de l'État, elle est manifeste puisque l'UDPS Tshisekedi est membre du gouvernement et est membre des institutions.
Or, le constat de la gouvernance ou le bilan qui en est fait, et là je me réfère simplement au dernier discours sur l'état de la nation que le président Félix Tshisekedi a prononcé, où lui-même disait que, bon, en citant divers éléments tels que la pauvreté, les Covid, la guerre, était susceptible de créer une instabilité politique et institutionnelle sur fond de mauvaise gouvernance persistante. Ce sont ces mots, sur fond de mauvaise gouvernance persistante. Alors, lorsque le chef de l'État lui-même fait ce constat, qu'est-ce que nous, étant extérieurs à cela, pouvons-nous faire ou pouvons-nous dire? Je crois que c'est un constat tout à fait lucide et que maintenant, face aux enjeux qui persistent, les enjeux qui se posent à notre pays, les enjeux de gouvernance sont les mêmes que sous le régime passé, mais il est temps de passer à l'action. Vous savez, le grand problème, c'est quoi? Le grand problème, c'est que ce pays est toujours confronté, tel que c'est stipulé dans les dispositifs, l'exposé des motifs de notre Constitution, toujours confronté à une crise de légitimité. Les diverses élections tenues dans ce pays ne nous ont jamais donné un président jouissant réellement de la légitimité populaire, parce que nous ne respectons pas ce que Monseigneur Mosengo et les politiques nomment la vérité des urnes, mais que moi je qualifie simplement de la vérité arithmétique. Pourquoi au Congo 1 plus 1 ne fait pas 2? Le jour où 1 plus 1 fera 2 au Congo, eh bien ce jour-là, nous aurons des dirigeants au plus haut sommet qui pourront gérer armés de cette légitimité et donc de ce soutien moral et spirituel de la population. Ce n'est pas le cas pour le moment et c'est normal que ça crée des problèmes dans le champ managérial de l'État. Président Albert Molika, revenons un peu dans les partis. Aujourd'hui, Jean-Marc Kabound est de côté. On attend souvent les discours d'Augustin Kabouya. Le parti, si on peut le dire, les parlementaires debout, réclamer et tout ça, tous ces désordres-là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour élaguer, pour donner la solution? Écoutez, les conseils sont durs à donner. Jean-Marc Kabound n'a pas été mis de côté. Jean-Marc Kabound a été exclu du parti, donc il n'est plus membre de ce parti. Le secrétaire général Augustin Kabouya, qui se retrouve maintenant membre du directoire, avec le vieux Vicky Wankwenda, qui est à la tête de la Convention nationale démocratique, et maître Jacquemain Chabani à la tête de la commission électorale du parti. Donc je crois que c'est tous ensemble, c'est au niveau du directoire qu'il faut bien revoir, faire l'état des lieux, s'entendre. Il faut qu'il y ait un consensus d'abord sur le constat, sur quel est le problème au sein du parti ou comment le parti n'arrive peut-être pas à jouer le rôle qui devrait être le sien, puisque votre ancien président, il occupe aujourd'hui le fauteuil de chef de l'État. Mais c'est comme si on ne sent pas très bien ce que vous apportez, votre accompagnement du pouvoir de Félix Tshisekedi. Alors bien sûr, il y a toujours les conflits en interne. Il y a certains conflits, je vous assure, qui datent même de l'époque où nous étions dans l'entourage du président Etienne Tshisekedi. Mais pour moi, le problème majeur, et en fait c'est une bombe que Feu Etienne Tshisekedi avait léguée au parti, c'était le problème de l'existence de deux statuts. Vous croyez, si l'UDPS
récupéré le pouvoir, si on peut le dire ainsi, après un long moment de combat. La vie, le social, comme c'est un parti de social, la population allait se retrouver, même le parlementaire, même le cadre de l'UDPS, mais on a vu le contraire. C'est-à-dire que Félix Tshisekedi n'était pas appelé à gérer le pays ou à l'UDPS. Tout ce qui arrive, d'une certaine manière, ça fait partie du plan de Dieu, que cela nous arrange ou pas, ou quelle que soit la manière de procéder. Mais je pense plutôt que cela est dû à une absence de préparation. Une absence de préparation, une absence d'apprentissage. Hein? Vous savez, si on ne s'improvise pas chef de l'État, je ne pense pas que Félix Tshisekedi se soit improvisé. Je pense que lui-même, dans sa tête, il se préparait. Mais souvent, vous savez, nous avons une ambition, mais nous ne nous donnons pas les armes ou les requis de l'ambition. Parce que l'ambition ou la vision, ça peut être une idée vague que vous avez en tête ou un souhait que vous nourrissez dans votre cœur, de sorte que le jour où la vision se matérialise, vous êtes effectivement prêt. Vous savez quel sera mon premier coup de fil, quelle sera ma première action. Et vous n'arrivez pas un peu désarmé par rapport à la situation. D'autant plus que la transition pacifique qui s'est faite en janvier 2019, pour moi, ce n'est pas tellement le fait que Joseph Kabila ait passé la main de la présidence de la République à un leader de l'opposition. Oui, on a dit, ça ne se voit pas fréquemment en Afrique, c'était un fait qui devait être relevé. Mais ce que j'ai trouvé, moi, pour ma part, assez extraordinaire, c'est que Joseph Kabila ait laissé plus de 1,5 milliard de dollars en réserve à la Banque centrale, à son successeur. Ça, on ne le voit pas en Afrique. Que bon, quelqu'un vous passe le pouvoir, pas seulement le pouvoir, mais vous laisse les moyens, les ressources financières nécessaires à poser des actes qui peuvent refléter votre capacité de gérer la chose publique dans l'intérêt de la population. Et pourquoi le contraire alors ? Le contraire, je pense que vous savez, cela est toujours dû aux acteurs eux-mêmes. Vous savez, lorsque vous dirigez un pays, vous ne devez pas laisser place à certains vices ou antivaleurs tels que la cupidité, l'amour de l'argent, l'égoïsme, le népotisme, le clanisme, qui nous amène alors au tribalisme, et qui font que la responsabilité étatique, la fonction nationale que vous occupez au nom de la population devient une fonction réduite parce que elle est occupée ou elle produit des intérêts seulement dans l'intérêt d'un petit groupe. Donc vous perdez en fait, sans le savoir, le statut d'autorité nationale, quand bien même que vous jouissez encore de ses prérogatives, mais dans les faits et dans les portées de vos actions seront réduites du fait des caractéristiques même de l'exercice de votre pouvoir. C'est-à-dire le mauvais choix, c'est ce qui nous a conduit à subir ce genre de problème ou à ne pas vivre le bonheur qu'on attendait de l'UDPS. Ben écoutez, le choix des collaborateurs, c'est non seulement important, mais vous ne pouvez pas vous tromper dans le choix des collaborateurs. Dès que vous vous trompez, vous devez rapidement changer, parce qu'en fait, un chef d'État, c'est comme un PDG d'une entreprise. Vous avez une entreprise qui a des millions d'actionnaires, c'est la population,
mais qui a un comité de gestion, c'est le gouvernement, qui a un conseil d'audit, c'est le Parlement, et vous êtes le PDG. Mais c'est au niveau du comité de gestion, les différents gestionnaires des différents secteurs, vous devez vous assurer non seulement qu'ils sont compétents, mais donc qu'ils posent des actes qui produisent des effets bénéfiques pour le pays et qui sont redevables aussi, qui sont redevables. Hein, nous avons un problème de redevabilité dans la gouvernance dans notre pays. C'est que vous avez très souvent l'impression que les gens gouvernent comme ils veulent ou comme ils peuvent, mais ils ne sont redevables à personne. Le Parlement qui devrait contrôler l'action gouvernementale, très souvent, le Parlement se retrouve un peu comme le mendiant devant le gouvernement. Et vous savez que lorsque les parlementaires essaient de devenir un peu trop regardants par rapport à leur responsabilité, ben on leur offre des jeeps où on les corrompt avec de l'argent. Donc en quelque sorte, on scie l'arbre sur la branche sur laquelle on est assis, parce qu'on prône la démocratie et le progrès social. Mais comment pouvez-vous avoir une démocratie et un progrès social dans une gouvernance qui se complaît à corrompre sa structure, son institution d'audit ou de contrôle? Ça veut dire que vous voulez plutôt instaurer un pouvoir autocratique, un pouvoir qui ne soit pas critiquer au-delà de ce que vous-même vous tolérez, et c'est ça la dictature, c'est ne pas accepter d'être les critiques au-delà de ce que vous-même pouvez tolérer. Ok. Quel avenir pour l'UDPS aux séances prochaines et aussi de la RDC après la gestion de Félix Tshisekedi? Écoutez, l'avenir de l'UDPS, je crois que l'UDPS et ses dirigeants doivent sérieusement réfléchir là-dessus, parce que on voit que le pays maintenant avance dans son histoire, et l'UDPS dans la majorité actuelle est un parti comme beaucoup d'autres. Alors que historiquement ce n'était pas le cas. L'UDPS a toujours été un parti qui donnait le ton. Mais regardez quels sont le bilan de fonction des acteurs UDPS dans les institutions. Combien de lois ou de projets de loi ont été déposés par les députés UDPS sous la législature passée et la législature présente? Donc on ne sent pas la présence factuelle du parti dans la définition de l'action publique, dans la définition de l'action gouvernementale, et encore moins dans le contrôle de l'action gouvernementale. S'il y a des élections en 2023, et seule la population le décidera. Je sais qu'au niveau du régime comme du régime précédent, on essaie de se donner les garanties d'un deuxième mandat, comme les régimes font d'habitude, en contrôlant la CENI, en contrôlant la Cour constitutionnelle, pour qu'il n'y ait pas de surprise dans les résultats des élections et dans leur confirmation. Mais vous savez, moi ce sera votre dernier mot, hein? J'ai toujours eu la conviction, et je l'ai dit, que pour moi, les élections de 2018 étaient les dernières élections truquées dans ce pays. Nous avons eu des élections truquées en 2006, en 2011 et en 2018. Et j'ai dit que ce sont les dernières élections truquées. La Bible nous dit, il y a beaucoup de projets dans le cœur, dans la tête de l'homme, mais seule la volonté et l'objectif de Dieu s'accomplissent. Et la population congolaise est déjà très éveillée, elle est devenue très exigeante. D'ailleurs, c'est pour ça que les prisons et les cachots ne désemplissent pas. Je suis aumônier des prisons, je le vois. Et il y a cette prise de conscience des jeunes qui ne se limitent plus à la revendication simplement dans les discours, mais dans les actions, tant les actions de rue que les actions citoyennes pour faire avancer
la démocratie. Ok, merci beaucoup. C'était un réel plaisir de vous avoir sur notre plateau. Chers téléspectateurs, merci de votre réelle attention. On avait reçu aujourd'hui pour vous Albert Moleka, qui était le directeur du cabinet de Etienne Tshisekedi, qui nous a relaté son parcours et puis de l'UDPS également jusqu'à ce jour. Et voici là à la fin de cette émission. Je dis un grand merci à l'équipe technique. Là, je vois Franck Mungata, je vois Fia Lungela, je vois Emmanuel Mwamba et tout le monde qui était qui nous a accompagnés pour la réalisation de cette émission. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine fois.